Bienvenue à tous dans les vidéos du chapitre 23 du programme Crystal Clear Electronics 2. Le présentateur principal aujourd'hui est Szabolcs Vereb, qui est assistant enseignant au sein du groupe de recherche en électronique de puissance à l'Université de technologie et d'économie de Budapest. Bonjour à tous. À mes côtés se tient Károly Póka, qui a obtenu son diplôme d'ingénieur électricien dans la même université en 2021 et qui, depuis, utilise les compétences acquises chez nous dans la recherche archéologique. Nous nous sommes déjà rencontrés au laboratoire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. T'es-tu déjà demandé à quel point la civilisation humaine a évolué, passant de l'enregistrement de données sur des tablettes de pierre aux technologies à base de silicium semi-conducteur? Et pourtant, à quel point les technologies plus récentes sont-elles plus fragiles et exposées aux catastrophes environnementales? C'est vrai. Enfin, en partie. Parce que si tu penses au papyrus, par exemple, il était aussi assez facile à détruire. Peut-être que la plus grande différence aujourd'hui, c'est que nous avons la possibilité de stocker les mêmes données à plusieurs endroits, en plusieurs exemplaires, dans différents espaces de stockage, de sorte que s'il y a une catastrophe naturelle ou un certain type d'impact dans un lieu particulier, cette copie pourrait être détruite, mais nous pourrions avoir d'autres copies ailleurs dans le monde. On peut penser à un fournisseur de services cloud qui fait la même chose. Il y a des serveurs dans différentes parties du monde où, d'une certaine manière, les mêmes données sont stockées à plusieurs endroits, de sorte que l'information peut toujours être récupérée. Eh bien, cela pourrait être un problème s'il y avait une inondation partout dans le monde en même temps. Mais dans ce cas, je ne pense pas que mon plus gros souci serait d'avoir perdu quelques photos de mon chat sur mon téléphone. Dans ce chapitre, nous allons examiner ce qui se cache sous le boîtier de la carte SD et comment nous pouvons l'utiliser avec un microcontrôleur STM32. De plus, nous allons mettre en œuvre une application simple qui permettra de sauvegarder des données. D'accord. Il est maintenant temps de s'installer à table et commençons le sujet du jour. Le stockage fiable des données a toujours été un enjeu majeur dans l'histoire de l'humanité. Au début, nous utilisions des tablettes de pierre et des parchemins de papier. Plus tard, les pages ont été reliées ensemble pour former un livre. Avec l'évolution de la technologie, différentes solutions ont vu le jour. Avec l'avènement de l'ordinateur, le stockage numérique des données est devenu particulièrement important. Le premier disque dur a été introduit en 1956 avec une capacité de stockage de 3,75 mégaoctets, utilisant 52 disques rotatifs d'un diamètre de 610 mm, ce qui les rendait difficiles à transporter en raison de leur taille. La disquette portable d'une capacité de 80 kilooctets a été introduite en 1967, suivie du disque compact, mieux connu sous le nom de CD, en 1982, qui pouvait stocker 700 mégaoctets sur un disque de 120 mm de diamètre. Le DVD a été lancé en 1995. La version la plus populaire avait une capacité de 4,7 gigaoctets, le tout dans la taille d'un CD. En 1999, la première carte SD est apparue, offrant déjà un stockage de données à base de semi-conducteurs avec une capacité de 64 mégaoctets, mais dans un format beaucoup plus petit de 32 par 24 mm. L'acronyme SD vient du terme Secure Digital. Il existe actuellement 3 tailles physiques utilisées, connues par ordre décroissant, sous les noms de SD, Mini SD et Micro SD. À ce stade, une question peut légitimement se poser. Que peut-il bien y avoir dans une carte SD? À première vue, cela peut ressembler à un morceau de plastique. Comme vous pouvez également le voir sur l'image, en réalité, il s'agit d'une puce mémoire flash à base de silicium avec une puce de contrôle et de minuscules fils cachés sous le plastique. La puce de contrôle garantit que la carte SD est une mémoire adressable pour le développeur. Vous pouvez considérer la carte SD comme un grand tableau, mais vous pouvez écrire des données dans une cellule du tableau et chaque cellule possède un numéro de série unique. Comme nous l'avons appris précédemment, les protocoles de communication possèdent une couche physique et une ou plusieurs couches logicielles au-dessus. La couche physique décrit les signaux entre les deux parties, le niveau de tension auquel la communication a lieu, et ainsi de suite. Si l'on regarde attentivement le dessous de la carte, on peut voir 8 contacts en cuivre. Chaque carte SD peut fonctionner avec 2 protocoles de communication différents. L'un d'eux est le bien connu SPI et l'autre est le SDIO, SD Input Output, qui a été spécialement conçu pour les cartes SD. Étant donné que le SDIO est le mode par défaut et que notre microcontrôleur possède un périphérique SDIO, nous n'utiliserons que ce protocole dans la suite. Nous avons résumé les fonctions des contacts dans ce tableau. Dans les 2 modes, la tension d'alimentation doit être connectée entre la broche 4 et la broche 6.
Vous remarquerez peut-être que la communication SPI nécessite moins de signaux, donc si le nombre de broches du microcontrôleur est le facteur limitant dans une application, il peut être intéressant de passer à ce protocole. L'interface SDIO est essentiellement une communication synchrone non différentielle fonctionnant à un niveau de signal de 3,3 volts. Le contact CLK doit être utilisé par le système embarqué pour générer le signal d'horloge dont la fréquence maximale dépend de la carte SD utilisée. En pratique, la procédure consiste à régler initialement l'horloge à 400 kHz, car toutes les cartes SD doivent prendre en charge cette fréquence, à demander une vitesse prise en charge à la carte SD, puis à ajuster la fréquence de l'horloge en conséquence. La broche CMD est utilisée à la fois pour envoyer des instructions à la carte SD et pour recevoir des réponses. Les données à stocker ou à lire transitent par les lignes DAT0, DAT1, DAT2, DAT3. Le périphérique SDIO peut fonctionner aussi bien en mode 1 bit qu'en mode 4 bits. En mode 1 bit, seule la ligne DAT0 est utilisée, mais en mode 4 bits, les 4 lignes de données sont utilisées. Bien sûr, cela signifie aussi qu'en mode 4 bits, on peut atteindre un débit de données 4 fois supérieur à la même fréquence d'horloge. Cela en fait un bon choix, mais il n'est pas forcément pris en charge par tous les types de cartes SD. Même une brève description de la couche physique montre que les options de configuration sont assez complexes et variées. C'est encore plus vrai dans la couche logicielle du protocole, donc nous n'entrerons pas dans les détails. Une nouvelle question peut alors se poser. Comment allons-nous pouvoir communiquer avec la carte SD? La réponse est simple. Nous allons utiliser une bibliothèque logicielle qui a déjà implémenté cette partie du protocole et qui nous fournit une interface plus simple basée sur des appels de fonctions. Un détail relativement important à souligner concernant les cartes SD est qu'elles sont organisées en blocs. Si l'on utilise l'analogie du tableau, une cellule dans un tableau ne stocke pas un octet de données, mais plusieurs, et cela s'appelle un bloc. Le nombre d'octets par bloc dépend du type de carte SD. Il est de 512 octets pour les cartes SDHC ou SDXC que nous utilisons. Pour nous, cela est important car les blocs ont une adresse, ce qui signifie que nous pouvons lire ou écrire 512 octets à la fois. Il convient également de noter que la mémoire flash a une durée de vie limitée. Le nombre d'écritures est le principal facteur qui influence sa durée de vie. En pratique, elles peuvent supporter de 10 à 100 000 cycles d'écriture, mais ce nombre peut être bien inférieur pour certaines cartes SD. En tant que développeur logiciel embarqué, il est important de garder à l'esprit de ne pas écrire de nombreuses fois sur un même bloc, car les 10 à 100 000 cycles d'écriture s'appliquent à chaque bloc. En d'autres termes, si vous écrivez accidentellement sur le même bloc 1000 fois par seconde dans une boucle infinie, vous pourriez détruire ce bloc sur la carte SD en 10 à 100 secondes. Je pense qu'à ce stade, nous avons toutes les connaissances théoriques nécessaires pour utiliser une carte SD avec notre carte de développement. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec cela. Rejoignez-nous là-bas aussi. Au revoir. Au revoir.